Bonjour, bienvenue à l'épisode 5 d'OpenLayer. Pour cet épisode-là, j'ai reçu Alexandre. Donc Alex, il a un parcours un peu moins typique machine learning, informatique et mathématiques. Donc de par son expérience, il a fait plus administration des affaires, gestion TI. Puis par intérêt, il a commencé à s'intéresser un peu au machine learning. Puis finalement, dans la résolution du cas de stratégie. Puis il touche un peu finalement au paradigme de reinforcement learning qu'on a déjà parlé avec Mathieu à l'épisode 4. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une approche qui est plus par gestion de projet, qu'est-ce qu'on a discuté vraiment de comment on peut évaluer nos ressources, les choses qu'on va être prêts à faire des compromis au niveau du projet pour finalement mettre en place une solution de machine learning. C'est sûr qu'il n'a pas terminé encore son parcours, donc j'aimerais vraiment ça le recevoir plus tard pour voir vraiment l'avancement de sa vision de comment mettre en place un projet du machine learning slash AI. Puis vraiment un podcast intéressant. Donc aussi en fin de semaine, on parle de milieu août, il va y avoir un événement, puis on va faire une captation spéciale où est-ce qu'on va expliquer justement l'organisme que moi et d'autres collègues on met en place qui s'appelle DotLayer, finalement qui est l'initiateur derrière le projet de OpenLayer. Puis on va faire un peu de Q&A sur c'est quoi qu'on tente de mettre en place, c'est quoi un peu. Donc c'est un podcast qui va être un petit peu différent. Puis j'ai plein d'autres bons invités qui s'en viennent aussi. vous avez des propositions aussi de personnes que vous pensez que je devrais y recevoir, des gens que vous pensez qu'il pourrait avoir quelque chose d'intéressant qu'on pourrait discuter, faites-moi en part, vous pouvez m'écrire directement sur Facebook ou en commentaire sur la chaîne YouTube. Si vous avez d'autres commentaires aussi, gênez-vous pas. Donc pour finir, j'aimerais ça remercier mes commanditaires, donc la Gilles, l'Allier, le Spla et DotLayer qui me supportent dans mes activités. Merci encore. Puis sinon, bonne écoute. On va commencer ça comme je te disais. Je vais te présenter en premier, qu'est-ce que je connais. Parfait. Alexandre, mieux connu sous le nom de Al, ou mon pote Al de JT comme JT dirait. Puis, comme je disais, moi, je connais pas vraiment ta carrière. Qu'est-ce qui t'a amené non plus vers le machine learning? Fait que ça, que je voudrais qu'on discute un peu. Fait que, présente-toi un peu de qu'est-ce que t'as goût de présenter puis de parler. Oui, Al ou Alex. Moi, justement, ce qui me met en connexion avec le podcast, c'est un ami puis une connaissance commune qui, lui, a les mains très impliquées dans le machine learning, Jean-Thomas. Moi, c'est un ami de longue date, mais on a eu le même parcours académique, pas plus loin que le cégep, étant donné qu'on se connaît depuis assez longtemps. Moi, j'ai été vers l'administration pour mon bac. Puis après ça, j'ai bifurqué un petit peu pendant le bac initialement. Je travaillais en restauration pour initialement justifier financièrement le bac. Et ça a pris un côté plus passion, ça a pris un côté plus impliqué. J'ai pris des cours de sommellerie pendant que je travaillais dans un resto et que je faisais ça? à Montréal, à l'ITHQ. Puis éventuellement, j'ai eu la chance dans un des restaurants où je travaillais d'avoir les mains plus impliquées là-dedans. Donc d'aller aider à monter une carte des vins qui était avec une emphase sur les vins canadiens. Donc d'aller vraiment visiter les régions viticoles canadiennes, d'aller créer quelque chose à partir de là. Puis éventuellement, ça m'a donné une autre opportunité d'aller travailler spécifiquement là-dedans dans un resto à l'étranger, en Australie. Ouais, c'est ça, je pense. Mais du tout, on avait parlé que tu travaillais un peu en Australie. 4 ans, je pense? J'ai fait 2 ans en Australie, puis après ça, j'ai fait 2 ans à travailler pour une compagnie de croisière, pour Princess. Ça en avait été une autre belle opportunité. Puis c'était beaucoup de la formation. En fait, c'était un environnement où il y avait beaucoup de personnel, mais beaucoup de gens qui venaient d'un milieu où il n'y avait pas nécessairement autant d'emphase sur le vin. Beaucoup de gens qui venaient des Philippines, beaucoup de gens qui venaient d'un petit peu partout, mais pas nécessairement tout le monde avec des expériences par rapport au service du vin, par rapport aux connaissances du vin en général. C'est des très grosses opérations, c'est des bateaux de 3000 passagers, de 200-300 personnes de service seulement, puis de 1000 employés. Donc, il y avait de la place pour faire uniquement de la formation sur chaque bateau. Ce qui, moi, j'ai beaucoup aimé, étant donné que c'était une façon de transmettre de la connaissance, c'est une façon de partager un petit peu ce qui me passionnait. Puis, évidemment, ça touchait le vin qui reste une de mes passions.
Moi, je suis revenu par la suite sur Montréal. J'ai continué à travailler dans la gestion, puis dans le propriétariat de restaurant. Mais je me suis rendu compte avec un petit peu de recul que que ça restait, même peu importe à quel point, un train de vie qui était assez frénétique. Puis Ouais, la plus restauration, dur. faut que ça goal, là. Faut que ça gaule, puis ça décale un petit peu d'un style de vie normal. Ça décale beaucoup d'un Ouais, style tu de vie travailles normal. de nuit, ben de soir souvent, les fins de semaine. Exactement. Puis c'est ça. C'est de vivre un horaire de vampire, c'est de vivre un. Puis même dans les cas où c'est moins le cas, c'est un milieu qui est c'est un milieu qui est très prenant, qui est très exigeant, puis qui laisse pas beaucoup de place à autre chose. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de retourner vers les études. Puis en fait, je m'enligne vers la maîtrise en ce moment, mais j'avais un petit peu de mon bac à terminer, ce que je fais à l'heure actuelle. Puis ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose que j'aime beaucoup essentiellement, qui est le côté informatique, le côté gestion des systèmes d'information. C'était déjà une des bases que j'avais, une des concentrations qu'il y avait à mon bac quand je le prenais la première fois. Puis, en ce moment, avec le parcours académique que je me fais, ça permet de concentrer là-dessus. Idéalement, d'aller chercher l'aspect de formation que j'avais beaucoup aimé, surtout quand j'étais sur les bateaux, un peu quand j'ai fait d'autres restaurants à l'étranger, puis d'aller chercher ça dans un milieu qui, lui, va être plus soutenable à long terme, disons, en termes de style de vie. Puis ça, c'est justement la gestion des systèmes d'information. Donc, l'optique, c'est d'aller vers la consultation en TI. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour ces choses-là qui sont un petit peu à la pointe. C'est les technologies qui sont émergentes, les technologies qui sont influentes dans une certaine mesure. Puis récemment, j'ai été approché par un de mes professeurs pour travailler avec lui sur un projet de stratégie, mais qui comprenait de travailler avec de la classification thématique, topic modeling, sur des textes d'analyse de finances. Donc, être capable de dire c'est quoi le topic du texte. Exactement. Genre, ça parle d'état financier, ça parle de crise financière ou des choses comme ça, mettons, là. Exactement, oui. Ça a été bonne classe, là, mais... Un petit peu, c'est ça. Un petit peu plus de précision, étant donné que c'est surtout des textes dans une même catégorie financière. OK. Mais d'être capable de prendre, de faire justement de l'extraction de sujets à grande échelle sur un corpus de plusieurs milliers de documents, puis d'être capable d'utiliser ça et de tracer de la corrélation avec des résultats financiers qui sont associés au moment où ces textes-là sont produits. Essentiellement des appels d'analyse. OK, genre, mettons, ils font une annonce comme quoi que leur état financier, ils ont fait 12 millions de plus que prévu. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le stock? Exactement. En fait, nous, on se concentre sur les opérations de fusion et acquisition. OK. Puis ces opérations-là, ce qui est intéressant, c'est que par définition, c'est pas seulement des press releases qui sont donnés, mais c'est des appels plus en profondeur qui sont faits avec les banques d'investissement, puis avec les gros joueurs avec des intérêts investis dans les compagnies qui font ces annonces-là. Donc essentiellement, il y a un sujet, il y a une façon de l'approcher par sujet, mais il y a aussi une façon de l'approcher par sentiment, étant donné qu'une des variables qu'on regarde, c'est à quel point est-ce que le marché a l'air réticent ou a l'air enthousiaste par rapport à une certaine transaction. Comme mettons présentement Air Transat et Air Canada, qui est un bon exemple. Exactement. Puis il y a beaucoup d'articles de journal qui se font, puis qu'il y en a qui sont pas contre, comme il y en a qui a été bloqué présentement, là. Exactement. C'est un bon exemple de sentiment ou la perception sociale face à ça, le collectif plutôt, là. Ben c'est précisément ça. Donc nous, on commence avec les textes qui viennent plus d'analystes, mais justement, d'être capable d'intégrer cette notion-là de sentiment. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la littérature du côté financier a tendance à mentionner que tout ce qui est qualitatif comme texte est définitivement pas intégré de façon optimale dans les résultats financiers. Donc, dans un premier temps, ça permet de voir si
dans quelle mesure ces textes sont intégrés, dans quelle mesure ces sentiments et ces sujets-là qui sont amenés sont intégrés dans les résultats financiers. OK. Mais dans une autre mesure, ça peut peut-être amener à essayer de découvrir un outil pour juger puis pour essayer d'intégrer ces thématiques-là dans les outils quantitatifs qui existent déjà puis qui sont mis à profit du côté financier. OK. Donc, le sujet lui-même, moi, je le trouve très intéressant du point de vue stratégie, du point de vue gestion. Mais la raison principale pour laquelle j'ai été amené, c'est que j'avais un petit peu de background en programmation. Puis, c'est, à ma surprise, pas quelque chose qui est très commun dans ma faculté à l'université. Donc, Y a-tu des cours? il y a des cours. C'est plus élémentaire que ce à quoi j'aurais tendance à penser. Il y a de plus en plus de monde qui vont aller chercher ces cours de base-là, ces introductions à la programmation, mais ça reste encore, à ma surprise, quelque chose qui est beaucoup plus l'exception que la règle. Puis rarement plus que pour toucher un peu, comprendre de façon en surface, si on veut. C'est quand même surprenant, tu sais, c'est quand même... Il y a une spécialité qui est gestion des systèmes d'information, mais que tu saches pas comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui me dépasse un peu. Là. Sans dire que je suis capable de démonter un ordinateur, de dire quelle pièce qui est quoi, puis comment telle pièce interagit avec ça, mais tu sais, au moins dire tel langage de programmation, c'est tel paradigme. Ça me surprend beaucoup aussi, mais je me rends compte que ça, dans une mesure, ça a un certain sens, étant donné qu'il y a beaucoup sur la gestion de projet, beaucoup sur les... Okay. Il y a un côté relation humaine, c'est ça. Ouais, c'est ça, beaucoup reste plus une science de gestion, il y a une côté. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, un développeur, en tout cas, personnellement, je suis comme un petit peu plus collé présentement sur le côté développeur, puis les développeurs se sentent tellement incompris dans ce genre de projet-là que, tu sais, autant qu'eux autres, ils ne communiquent pas nécessairement bien parce que t'en as que t'es regardes, t'es comme, mais tu peux-tu faire un effort de communiquer, s'il te plaît, là, t'es super technique, t'es très qualifié, mais quelqu'un qui connaît pas ton langage ne comprend rien de qu'est-ce que tu dis. Puis autant que l'autre bord, tu sais, comme, il me semble qu'il y a un bout de chemin qui pourrait être fait, je crois, qui aurait un intérêt collectif à le faire, hein? Ben, on est très, très d'accord là-dessus parce que moi, c'est une des raisons pour laquelle j'essaie de me faire un parcours où il y a plus de profondeur du côté technique. C'est la raison pour laquelle, justement, on travaille côte à côte pendant cet été. C'est que ce projet-là m'a parlé beaucoup parce que ça me permet de faire du perfectionnement qui n'existerait pas au sein de la faculté, c'est-à-dire de mettre les mains dans le moteur du côté. Ben, exactement. De voir. Donc là, tu fais du Python, c'est ça? Oui, principalement. Tu fais d'autres? Principalement, j'ai fait un peu de Node.js, j'ai fait un peu de JavaScript, puis... Ok, mais t'as quand même une bonne idée de la programmation. C'est pas des langages faciles d'approche, là. JavaScript, là, des fois, là, c'est le petit bordel, là. Il y a pas mal de bordel là-dessus. Les callbacks pis tout, là, c'est désagréable, là. Ben, je pense que pour apprendre initialement, ça semblait pertinent comme langage, mais dès que ça devient plus complexe, effectivement, ça commence à... Ça marche pas bien, là. C'est pas un langage ça commence très bien, à se ça, mêler. Mais j'ai eu beaucoup un parcours autodidacte là-dessus, donc c'est d'apprendre à gauche, à droite, de prendre des ressources, puis... Beaucoup Internet, livres, c'est quoi? Mettons quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu as commencé? Je pense que Qu'est-ce que tu as trouvé pertinent dans ça? La ressource plus récente, parce que j'avais touché un petit peu à la programmation plus jeune. J'avais beaucoup plus jeune, puis là je vais trahir mon âge. Étais-tu avec JT sur le site web de jeux vidéo? Non, mais au même moment, brièvement, on faisait des sites web exactement avec d'autres amis où justement on apprenait HTML, on apprenait. Fait que t'as initié à l'univers geek de l'informatique, si on veut. Oui, ben c'est ça. Il y a eu un moment où ça a été le désert, t'en as pas refait. Puis là, tu t'en remets dedans. Exactement. Okay. Mais j'ai toujours essayé de garder un petit contact dont j'avais pris un cours sur EDX pour C#. Il y a un site que j'avais beaucoup aimé pour me remettre justement dans le JavaScript qui était Free Code Camp. Oui, Code Camp, ouais. Ça a l'air pas pire qu'est-ce qu'ils font pour vrai. J'ai beaucoup aimé jusqu'à un certain point. Ils ont fait une refonte du site il y a, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça. Puis moi, il y a une des mécaniques qui avait été... que j'adorais dans ce site-là, qui était essentiellement... Je sais pas si je vais l'utiliser de la bonne façon, mais c'était des tests unitaires pour voir si tu réussissais ton exercice correctement.
Ouais, il faisait une couple de tests là, pour voir le comportement, si t'avais fait, ça avait de l'allure ou non. Il corrigeait finalement, une correction automatique. C'était une correction automatique, puis t'avais une certaine dynamique avec la console qui était intéressante. Puis on fait une refonte du site il y a comme 2 ans, je pense. Puis ça a été changé pas pour le mieux, à mon avis. Okay. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé par la suite. Mais sinon, oui, du matériel ici à gauche, justement, des choses comme... Je pense que ça, c'est assez fantastique, là, les ressources qui sont disponibles gratuitement en ligne. Puis tout ça. Des affaires de même, là, c'est exactement. Ça là. Moi, il y a... Je travaille et j'apprends beaucoup mieux. J'apprends beaucoup mieux en général quand c'est par projet, quand c'est par objectif. Donc, je vais essayer d'accomplir quelque chose, puis en chemin, essayer de faire ce qu'il faut pour apprendre le nécessaire pour le faire. OK. J'ai un petit frère qui, lui, avait un intérêt à apprendre de la programmation puis à travailler avec l'informatique, avec le côté hardware, avec le côté physique. Je lui avais acheté il y a quelques années un Raspberry Pi pour sa fête et j'en ai profité pour m'en acheter un aussi, puis commencer à faire des petits projets avec ça. Commencer à faire des petits projets là-dessus. Donc, j'ai commencé à travailler sur Python là-dessus pour travailler, puis pour créer une interface, web. Commencer à jouer un petit peu avec Node.js. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été apprises. C'est très, très éclectique. Je suis certain que pour un bac bien ficelé, il y a des choses où je serais cruelly lacking. Il y a des choses que je connaîtrais pas du tout. Puis il y a certains endroits pointus où j'aurais une connaissance beaucoup plus développée que ce qui est nécessaire parce que tu as mis beaucoup de temps sur des choses pour essayer d'apprendre des compétences. Exactement. Finalement, tu dis, OK, voici mon objectif, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour atteindre cet objectif-là? Tu apprends au fil, tu fais ton exploration jusque-là pour te rendre là. Exactement. Tu dis, OK, mais c'est cool, j'ai appris ça, puis après ça, tu essaies un autre projet. Exactement. OK. As-tu déjà essayé des projets d'ML, de machine learning, des choses comme ça, pour apprendre comme la classification, comme Kaggle, des choses de même? Non, en fait, j'ai fait... Ce que Jean-Thomas m'a montré qui était par la suite essentiellement du reinforcement learning. J'ai essayé... Tu as commencé avec le RL direct? Je sais pas, je vais te décrire le projet, puis tu me dis dans quelle catégorie ça tombe, mais c'était dans l'optique d'essayer d'y aller aussi intuitif que possible, puis de voir à quel point mes intuitions étaient bonnes, mauvaises ou ça, puis d'en profiter pour travailler à apprendre Python. Okay. J'ai essayé d'identifier un problème qui était optimisé dans une mesure, qui était assez simple, qui était assez facile à définir. Puis je suis tombé sur le blackjack. Le blackjack a des règles très fixes, très strictes, puis relativement faciles à transcrire en termes algorithmiques. Mm-hmm. Et il y a un comportement, il y a des décisions à prendre qui sont binaires essentiellement à plusieurs points. Donne-moi une carte ou non, là, c'est assez simple comme ça. Là. Exactement. Ou tu splits ou non, c'est assez simple comme environnement d'exploration. C'est très simple comme environnement de décision. Puis, il y a une solution trouvée. Il y a ce qu'on appelle le base strategy au blackjack, qui est essentiellement... Il y a quelques variations sur les règles. Donc, en prenant un ensemble de règles qui est assez reconnu, en fonction des cartes que tu as et en fonction des cartes que le dealer a, tu as des décisions qui sont optimales, statistiquement parlant. Ça, c'est centré évidemment sur la possibilité de compter des cartes. Moi, j'ai décidé de faire un système qui était agnostique de ça. Okay. Mais l'objectif, c'était tout simplement de faire un système qui joue à répétition, qui se récompense quand une décision amène une victoire et qui se punit quand une décision amène une défaite. C'est pas mal la définition du RL, exactement. C'est un agent finalement qui fait une séquence de décisions. Exactement. À la fin, un reward. En fait, les rewards qui sont accordés, puis lui essaie de maximiser l'espérance de ce reward-là à long terme. C'est... Dans ce cas-là, je pense que c'est assez proche, effectivement, parce que c'est ça. C'était l'option de dire, parfait, par définition, tu vas commencer avec, peu importe ce qui arrive, tu me donnes une carte. Puis, au fur et à mesure que
tu apprends tes décisions. Au fur et à mesure que tes décisions te donnent du feedback, ben tu vas ajuster ce comportement-là. OK. Puis, sans arriver exactement à ce que ça donne le base strategy, j'ai réussi à me rapprocher quand même pas mal d'un résultat qui donne... Assez similaire à quelqu'un qui compterait les cartes puis qui irait chercher maximiser sa probabilité. Exactement. Quelqu'un qui connaît les statistiques établies, qui sont assez simples. On sait que telle carte qui a été sortie, en sachant telle information, ma probabilité que j'ai une meilleure carte que lui est de temps, donc, puis toi, avec ta stratégie de décision de ton agent, t'arrives à peu près au même genre de comportement. Exactement. Ah, intéressant. Donc, c'est un projet qui était pas clean du tout, qui était absolument inutile parce que le meilleur résultat, c'est quelque chose qui est parfaitement connu puis parfaitement facile à trouver, c'est-à-dire un base strategy. Oui, mais c'est une bonne façon d'apprendre. Tu as un baseline qui est connu. C'est à quel point ton implémentation est bonne ou non. Exactement. Il y a souvent des gens, des fois, qui commencent à embarquer dans des projets en se disant je veux tout explorer, mais il n'y a pas de baseline, ils sont pas capables de se comparer, puis ils partent avec le modèle le plus fort. Commence par quelque chose de simple. Donne-toi une chance de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tranquillement itérer vers quelque chose qui est de plus en plus meilleur. T'sais. Ben, moi, c'est ça. Donné une chance d'apprendre. Là. C'est pour ça que c'est un des critères de décision pour choisir ça quand j'ai fait ce projet-là. C'est je le sais si je me dirige vers quelque chose qui a du sens ou non parce que je connais la bonne réponse. Je sais c'est quoi l'optimal pour ça. Puis, ben c'est exactement ça. C'est un super bel exercice d'apprentissage. Ça m'a permis d'améliorer beaucoup ma maîtrise de Python. Puis c'est probablement une des raisons pour laquelle, ben justement, j'ai été recherché pour le projet sur lequel je travaille présentement. OK. Ce projet, c'est combien d'années, ça? Ben en fait, c'est un projet de recherche qui n'a pas une date de départ ou d'arrivée fixe. Je trouve ça assez intéressant. C'est pas un projet qui est contingent sur des résultats spécifiques. C'est un cachet qui est donné sur de la recherche dans ce Très cool ce domaine-là. C'est le fun, là. Donc, ça permet d'explorer, ça nous a permis justement de dire, OK, ben, ça, initialement, on pensait que ça allait être très fort comme indicateur. Ça l'est un petit peu moins, donc on va dans telle autre vraiment de la recherche. Mais c'est de la recherche exploratoire. De la belle recherche. Parce que de la recherche financée par des entreprises où est-ce que des fois, ils sont comme non, mais moi, je veux un deadline, là, genre en octobre c'est fini ou en septembre c'est fini. T'sais. Là, t'es comme ouais, mais tu sais, avoir 3 mois de plus, je pourrais explorer telle chose. Puis on sait peut-être que ça va pas être meilleur, mais au moins on va l'avoir essayé. Ben, c'est ça. Ça n'a pas donné les meilleurs résultats. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Là, c'est qui avec le professeur avec qui tu travailles? Kwang Jung Han. C'est un professeur dans le département de stratégie. C'est quoi, c'est quoi stratégie exactement? Comment tu définirais ça? Ben, dans ce cas-là, tu en parles, je sais pas comment définir ça. Dans ce cas-là, c'est les décisions, les décisions, on va dire macro en stratégie corporative. Donc, essentiellement, tout ce qui a rapport à interagir... Pardon? La théorie des jeux? La théorie des jeux, dans une mesure, oui. Okay. Ça fait définitivement partie de ça, mais c'est de l'intégrer au niveau corporatif. Donc, par rapport à l'environnement de compétition, par rapport à l'environnement, en fait, à plusieurs tranches de l'environnement, mais socio-économique, l'environnement culturel, l'environnement, le marché lui-même, les définitions de l'industrie dans laquelle une compagnie opère, donc d'être capable d'utiliser ces informations-là pour pouvoir prendre des ressources qui sont optimales. Okay. Ça va souvent avoir attrait à, justement aux façons dont les compagnies vont interagir les unes avec les autres, que ce soit en partenariat, que ce soit en compétition directe, que ce soit dans les fusions et dans les acquisitions. Ça va avoir beaucoup rapport avec la gouvernance corporative. Donc, quels sont les critères pour choisir des gens qui vont être capables d'implémenter des stratégies à leur mieux? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique, puis qu'est-ce qui a le plus de sens pour une entreprise au point de sa croissance où elle est, dans le marché où elle est, dans l'industrie où elle est, puis d'être capable de prendre ces décisions-là. Donc, il y a beaucoup de ce domaine-là qui est... encore une fois, on va retourner qui est qualitatif. Il y a beaucoup d'études de cas qui se font après coup sur des grosses transactions qui ont eu lieu, sur des campagnes de promotion ou
des campagnes de comportement, on va dire, qui vont avoir lieu. Il y a des études, bon, les plus récentes, il y a des belles études de cas qui se font, par exemple, sur des compagnies comme Uber, qui sont clairement agressives par rapport au marché dans lequel ils se lancent, des approches de... les stratégies utilisées pour voir c'est quoi les impacts, mettons. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très qualitatif qui est plus facile à voir en rétrospective, mais qui est plus difficile à identifier de façon proactive. Mais il y a un côté très quantitatif qui, lui, sont les résultats financiers qui en découlent. La valeur de l'action, qui est une métrique très, très élémentaire, mais qui donne quand même un bon point d'entrée là-dedans. Mais ensuite, d'être capable de voir comment est-ce qu'une compagnie sous- ou surperforme dans son industrie, dans son marché, par rapport à certaines décisions qui sont prises. Donc ça, c'est vraiment le département de stratégie, d'explorer exactement, d'explorer ces questions-là. Donc, c'est vraiment par rapport ce projet sur lequel je travaille, ça se concentre sur les transactions de fusion et acquisition, mais ça permet de voir justement qu'est-ce qui est mentionné, d'être capable d'identifier des sujets. Ça permet de dire, bon, ben, parfait, est-ce qu'il y a eu une concentration sur l'intégration à l'international? Est-ce qu'il y a eu une concentration sur, pour tout ce qui est fusion et acquisition, un des gros enjeux, c'est la préservation puis les intégrations de culture entre deux compagnies, par exemple. Comment est-ce qu'une culture corporative, comment est-ce que... Ça intègre, mettons, qu'achète une start-up qui n'a pas du tout le même genre de culture. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait de façon intégrative? Est-ce que c'est fait dans l'option d'avaler? Est-ce que c'est fait dans l'option de naturaliser, si on veut, la nouvelle compagnie? Est-ce que c'est au contraire, on achète pour acheter le produit, puis ben, le capital humain est pas un facteur ou est pas important de ce côté-là? Okay. Donc, c'est intéressant de pouvoir justement essayer de créer ces liens-là entre des termes puis des façons de mentionner les choses qui sont des fois ouvertes, des fois cachées. Parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à dire de façon ouverte. Quand je mentionne une acquisition qui est intégrative, il n'y a personne qui veut dire on va acheter la compagnie pour la technologie, on va les garder pour 2 semaines, puis quand on a les patents puis que c'est intégré, ciao, bye. tout le monde est remercié. Ouais. La réalité, c'est que c'est ce qui arrive, puis plus souvent qu'autrement, dans ces startups-là, les gens sont bien compensés monétairement pour cette acquisition-là, mais c'est difficile d'avoir un appel avec les investisseurs et de le dire de façon ouverte. Ouais, je comprends, ok. Donc, c'est d'être capable d'identifier d'être capable d'identifier ces thèmes-là, d'être capable d'identifier ces manières-là. Qui signifie que ça va s'en aller vers là. Exactement. Ok. Puis dans quelle mesure... tu commences à beaucoup à t'initier, nous autres, avec, tu viens beaucoup au Graal, finalement, le groupe de recherche en apprentissage automatique. Dans quelle mesure tu vois ça, que tu vas utiliser du ML dans ce genre de tâches-là pour faire de la stratégie? Dans quelle mesure la littérature commence à aller vers ça? C'est-tu comme quelque chose qui est vraiment exploratoire encore ou ça fait déjà qu'une couple d'années que ça a été lancé? On est où à peu près dans ta connaissance là, du sujet actuel? Du côté spécifique, du côté stratégique, il y a, je pense, déjà une volonté à intégrer le ML dans... Mais c'est pas encore fait. C'est juste comme, hey, on trouve ça cool, on commence à s'intéresser, mais comme tu as dit, la main-d'œuvre pour le faire n'est pas qualifiée pour en faire. Ça n'est pas programmé. La modélisation par sujet, c'est quelque chose qui... Topic modeling, j'essaie de voir c'est quoi la meilleure traduction pour ce... Je pense que c'est correct. Modélisation... modélisation de sujet. C'est quelque chose qui a été utilisé dans une portion de la littérature lancière pour essayer justement de comprendre, d'intégrer, parce que même si c'est pas la force de cette cohorte-là, on va dire... Cohorte, aussi... tu parles des étudiants actuels. Des étudiants actuels, okay. Mais je veux dire de l'expertise des gens en gestion. Okay. Ça reste que dès qu'il y a des enjeux financiers importants, les ressources ont tendance à être mobilisées de la meilleure façon. Donc, s'il y a qui que ce soit, s'il y a quoi que ce soit comme inclinaison que c'est possible de développer un outil qui va permettre de mieux prédire le comportement du marché. Les ressources vont aller vers là. Les ressources vont aller vers là, même si c'est pas initialement
l'objectif ou je comprends. OK. Le comportement. Il y a de la formation qui va se faire, il y a des gens qui vont se former. Puis Exactement. ça va rouler. Le marché va s'autoréguler dans ce sens-là. Il y a des gens intelligents qui vont se dire on est capable d'aller chercher ce petit edge-là en impliquant cette On va aller trouver du technologie-là. monde qui vont nous emmener pour faire ça. Exactement. OK. Puis quand c'est des enjeux qui sont assez grands comme ça, il y a des ressources. Donc OK. je pense pas que ce soit derrière dans cette optique-là. Je pense que c'est pas ça sera pas non plus celui où il va y avoir le plus de recherche exploratoire. Ça peut être de l'application des choses. Ça va être plus de l'application. Donc, OK. je pense que quand les technologies vont se prouver dans une certaine mesure dans leur efficacité potentielle à aller chercher plus d'informations, puis aller, dans ce cas-là, être des meilleurs prédicteurs de performance, ben là, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré. OK. Mais c'est pas encore, comme tu dis, c'est pas la recherche de pointe présentement. pas à ma compréhension du sujet. OK. Évidemment, c'est Il y a un relativement intérêt. nouveau que j'ai plus les mains Oui, dedans. c'est ça, on comprend que Donc- t'es pas un expert de 15 ans là-dedans, mais de ce que tu vois actuellement, au vu de tes lectures, c'est pas comme tout le monde va en faire, let's go, le bureau, c'est juste ça qu'ils font, mais les gens sont comme, c'est intéressant, on surveille ça, puis on sait qu'on va en avoir besoin d'en faire. Exactement. On commence à préparer nos cartes pour aller vers là, mais c'est pas encore d'actualité que Exact. tout le monde fait ça. Mais je veux dire, le domaine de FinTech au complet, je pense qu'il n'y a personne qui ne parle pas d'apprentissage automatique dans une certaine mesure dans les compagnies de FinTech. Donc, c'est de voir c'est quoi les meilleures façons de l'intégrer. Je pense que ce ne sera pas le domaine où il va y avoir le plus d'exploration, justement, sans avoir une idée préalable des résultats potentiels. Ouais, parce que Money Talk aussi a mené dans ce genre de domaine-là. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être dans un environnement où c'est pas une pression corporative de bon ben on sait que cet aspect-là de la technologie peut être appliqué puis peut être transformé puis adapté de façon à faire un prédicteur de résultats. Donc, on a besoin d'accomplir ça, on a besoin de mettre ça en pratique. C'est surtout de dire bon ben cet aspect-là justement l'apprentissage automatique, le topic modeling, il y a une question de statistique plus élémentaire aussi qui n'a rien à voir avec l'apprentissage automatique dans ce qu'on fait comme recherche. Donc, c'est de voir, parfait, pour essayer de mieux comprendre au mieux cette classification-là qu'on pourrait faire en termes de sujet, en termes de façon, ben ça permet d'intégrer ces technologies-là, puis pas nécessairement de façon agressive et orientée par des résultats financiers. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant. OK. Ouais. Puis là, tu as commencé par ton apprentissage en Python. C'est quoi, mettons, puis du ML, c'est quoi les barrières que tu as ressenties ou que tu as frappé un peu au niveau de par rapport à ton background? Fait que, mettons qu'on dit, on a un autre Al qui arrive qui fait son bac en administration présentement. Ouais. C'est quoi les barrières qui pourraient s'attendre à vivre pour être capable de se diriger vers du ML? Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu sais, finalement, là? Non, c'est intéressant parce que je pense que Mettons dans ton le petit niveau- frère, là. ben bon, J'en passe à ton petit frère. Qu'est-ce que tu dirais, genre, mettons, il devrait faire exactement ton parcours dans la mine? honnêtement, je pense pas que ce soit le meilleur exemple parce qu'il est définitivement plus proactif que j'étais à cet âge-là. Puis Sauf pour le plus- camping, hein, par contre. Sauf pour le camping. Un petit inside, là, désolé, là. Non, mais tu sais, si tu écoutes, c'est une leçon de vie que tu as appris, puis tu vas continuer à en apprendre plusieurs. Camping sauvage, c'est pas facile, hein. Mais non, le camping sauvage, c'est un noble objectif, mais pour une première fois. Peut-être pas 5 jours, hein. 2 jours, ça peut faire. C'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de se définitivement. fixer des objectifs très hauts. Puis ça, je pense qu'on a ce trait-là en commun, c'est que c'est mieux de se fixer un objectif qui est pas nécessairement le plus réaliste, puis d'apprendre de ses échecs, d'apprendre du processus d'échouer là-dessus. Mais non, moi je dirais il est beaucoup plus proactif que je l'étais à cet âge-là par rapport à ça. Puis je pense qu'il va arriver avec, s'il se dirige vers la gestion, vers l'administration, ben, il va arriver déjà avec un meilleur background. un meilleur background. Parce que Mais c'est sûr qu'il y a quand même un différentiel d'âge. Je veux dire, en tout cas, du moins, j'ai l'impression. Tu sais, je travaille quand même dans des cours avec de ceux qui rentrent en première année au bac en actuariat. Puis j'en vois des jeunes qui ont déjà plus de facilité avec l'informatique que quand moi je pense à ma génération, que finalement, que j'ai fait un cours au cégep qu'on pitonnait un peu sur des ordis. Puis tu sais, moi j'ai connu les disquettes là. Fait que c'est pas. Ils sont pas confrontés à la même chose, mais il y a des abstractions qui se sont rajoutées. Tu sais, ils savent pas c'est quoi un zip. Ils savent pas c'est quoi des fichiers. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas parce que c'est plus présent, mais ils savent, mieux on dirait, sont initiés au cégep à de la vraie programmation. Oui. Puis je pense. C'est un edge quand même.
Je pense que oui, puis je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir une certaine fluidité avec peut-être pas un ou plusieurs langages de programmation, mais juste la notion de comment fonctionne la programmation en termes de langage, en termes de façon Mais tu sais, d'un coup, d'apprentissage. tu sais c'est quoi une bug for, peu importe le langage, c'est le même concept qui s'applique, c'est juste la façon de la définir qui va être différente. Tu sais. Cette méthode de résolution de problème-là qui Elle est propre à la existe, programmation. elle est résolue de façon différente dans d'autres langages, c'est tout. Exactement. Donc ça, je pense que ça va aller plus dans ça. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, je pense, c'est peut-être des outils pour savoir les outils qui sont à disposition. Qu'est-ce qui a besoin d'être accompli? Qu'est-ce qui a besoin d'être... bon, moi justement, à travers le training commun, je parle avec Jean-Thomas et moi j'ai cette habitude-là d'essayer de me lancer avec pas nécessairement avec le moins d'informations possible, mais dans l'optique d'en apprendre le plus possible par moi-même, d'essayer de partir de rien. Et souvent, je me rends compte que en faisant une recherche rapide, ben, la première chose qui se présente, ou la première ressource qui se présente, qui a l'air de correspondre à ce que je veux accomplir, je vais me lancer là-dedans. Ctrl-C, Ctrl-V. Oui. Genre, finalement, tu sais, Stack Exchange, hey, ça a l'air de résoudre mon problème, puis je l'applique. Oui, dans une certaine mesure. Puis des fois, de me rendre compte que c'est pas du tout le bon outil que j'aurais utilisé pour ça. J'aurais pu être plus efficace en utilisant un autre outil. J'aurais pu être... Ouais. C'est pas la meilleure façon de résoudre mon problème, mais c'est que tu ne connaissais pas l'information pour savoir comment bien résoudre ton problème. Ben, c'est ça. Fait que j'aime ça que tu mentionnes parce que je pense qu'un bon programmeur ou informaticien, c'est souvent quelqu'un qui sait juste bien manipuler Google pour savoir avoir la réponse à son problème. Genre, moi, je veux dire, quand je travaille, j'ai 12 onglets Google. Puis pourquoi que je pense être bon programmeur, c'est que je sais googler mes problèmes comme il faut. Parce que je passe la majorité de mon temps à ça. Ah, c'est quoi ça, cette idée d'erreur-là? Pourquoi ça me fait ça? Ah, attends une minute, comment déjà je fais ça? Google, mais faut que tu saches bien utiliser cet outil d'exploration-là pour savoir trouver, comme tu dis, le bon outil pour résoudre ton problème. Puis c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste cette approche-là, puis d'être capable de dire, bon, ben, voici quelques grandes lignes d'approches qui sont intéressantes. Donc, justement, d'être capable de se dire, quand j'ai un problème, j'aime beaucoup l'approche de diagnostic différentiel, on va dire. La résolution de problèmes par partie, puis d'être capable d'identifier puis d'isoler la source du problème en éliminant les sources potentielles de certaines parties. Ben, ce que tu m'expliques là, on appelle ça du TDD en fait en programmatique. Okay. C'est Test-Driven Development. Finalement, c'est de dire, OK, c'est quoi le minimal que je peux faire pour mon comportement de qu'est-ce que je veux faire? Mettons, j'ai une fonction qui calcule la moyenne. OK, ben si je donne des nombres, je veux qu'il me retourne la moyenne. Tu sais, mettons, là, tu codes ça. Puis après ça donne un échec. Parce que là, tu donnes des nombres négatifs. Ouais, OK, c'est pas le comportement que je m'attendrais. Donc, tu vas... Là, une autre petite modification. Puis là, c'est itératif comme ça. Qui est souvent les choses qui amènent à avoir une architecture de test qui se construit à côté de ton code, en même temps que tu développes ton code, puis tu testes la plupart du moins les comportements que tu es confronté au fur et à mesure, puis ça te permet de savoir, ah ben là, en changeant ça, je casse ça, je fais log de -1, puis log de 0, c'est pas le même comportement, mais c'est dans la même zone, c'est censé me retourner un A, mais il y en a un qui est-tu vraiment la même chose que l'autre? Puis là, c'est tout, tu peux être capable de redéfinir ton code. Fait que c'est une approche qui est vraiment prisée présentement. Moi, je trouve ça super intéressant que tu le présentes comme ça parce que je pense que je me suis rendu à cette façon de penser-là dans une certaine mesure, puis aussi simple que possible, mais par un autre chemin. Pas avec l'informatique comme base, puis pas avec la conception de système, mais avec la résolution de problèmes. Puis, ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir rapport avec l'informatique. Juste comme un problématique. Comme, je sais que t'aimes bien les charades, les choses comme ça, là, me semble, c'est ça, là? Oui, les énigmes, puis les trucs comme ça, là. Ben, énigmes en général, tout ce qui est... Bon, c'est ça, tout ce qui est... Tu sais, comme, je t'ai pensé latéral dans une certaine mesure. Comment je dois résoudre ce problème-là face à ce conflit-là, tu sais? Pas conflit, je veux dire, mais à ce problème-là. Là. Ça en fait définitivement partie. Mais moi, plus terre à terre, bon, encore une fois, je reviens avec la restauration comme milieu. Quand tu travailles dans une assez grande variété de positions puis d'endroits différents, et là, tu finis par avoir besoin de prendre une petite expertise dans un peu tout.
T'as besoin d'avoir un petit fondement de plomberie parce que une machine à laver des verres qui décide d'arrêter de fonctionner à 7 heures un vendredi soir, Faut que ça se règle là. c'est ça, tu peux pas attendre l'arrivée Puis du lui, il coûte virus. 600$, là, regarde, il reviendra lundi, là, on répare ça là. Ben, c'est exactement ça. Il y a du monde qui veut le manger. Là. T'as besoin d'être un peu frigoriste parce qu'un air climatisé qui a ce genre de problème-là. En Australie, ça t'apprend dans C'est exactement ça. Puis c'est la même chose par rapport à, disons, un système informatique que tu n'auras pas nécessairement mis en place de A à Z, mais que tu as besoin de comprendre. Si tu fonctionnes avec des imprimantes en cuisine, puis que la Les seule... imprimantes en cuisine? Ouais, les modes de communication les plus courants dans les restaurants, c'est des imprimantes en cuisine qui sont connectées au système Oui, de qui POS. impriment les commandes. Qui impriment les commandes, Oui, puis qui vont imprimer les bons de commande, finalement. les bons de commande, puis ouais, les indications. Donc, tables, envoie tout, le ouais, prochain ok. service pour... Moi, Ok. je travaillais beaucoup dans des restaurants avec un bon niveau culinaire, on va dire. Donc, souvent, c'est des menus de dégustation à plusieurs services. Donc, il va y avoir d'expédier, il va y avoir d'envoyer des instructions, il va y avoir... Donc, c'est un système qui a besoin de fonctionner quand même très précisément. C'est pas seulement de passer un bon commande. Ben, s'il y a un problème avec ça, sérieux, s'il faut être capable d'identifier, bon, parfait. Est-ce que physiquement c'est mon imprimante? Bon, on en a une vieille dans le bureau, on va faire un hot swap, puis peut-être que ça va régler le problème. Est-ce que c'est un problème qui est partagé à toutes les imprimantes de cette section-là? Ah, ça peut être quelque chose qui va arriver au niveau du hub qui va partager à partir de ça. Est-ce que mes cartes de crédit fonctionnent? Non. Ah, donc c'est possiblement un problème à mon Internet à grande Qui échelle. m'empêche finalement de diffuser mon information. Ok. Exactement. Donc d'être capable d'identifier pièce par pièce, si ça fonctionne, le problème vient pas de là, puis d'être capable d'isoler, ça c'est une méthode de résolution de problème que moi j'ai toujours... Fait que là, finalement, tu as transposé cette espèce de connaissance que tu as apprise sur le marché du travail, de, finalement, de OK, comment je peux résoudre mon problème dans l'immédiat, puis tu transposes ça finalement dans qu'est-ce que tu fais présentement pour essayer de résoudre des problématiques en disant, OK, bon, quel est le plus petit élément que je peux corriger? OK, je monte d'une coche, puis je monte d'une coche. Exactement. Donc quand il y a quelque chose de... Puis... Fait que t'as quand même l'esprit logique qui s'applique bien à l'informatique parce que c'est comme ça qu'on résout la plupart des problèmes en informatique. Fait que t'avais quand même un edge en commençant, que t'étais quand même familier. Finalement, c'est juste que t'as réussi à acquérir des compétences, les transposer dans un autre domaine pour être capable d'appliquer à peu près la même logique. Ben c'est ça. Mais je pense que d'un côté, puis je vais revenir sur la question que tu me posais sur qu'est-ce qui aurait été le plus intéressant comme information à avoir avant de se lancer. Je sais pas encore, et au moment où on se parle, une des choses sur lesquelles je suis toujours le moins confiant, c'est à quel point est-ce que je suis en train de prendre des mauvaises habitudes, puis à quel point est-ce que je suis en train de, parce que j'essaie d'apprendre par moi-même, de peut-être prendre des mauvais plis, puis donc d'être capable d'identifier cet équilibre-là à voici la bonne façon de faire les choses. Voici les bonnes conventions, puis les bonnes habitudes à prendre, puis après ça, apprends autour de ça. C'est sûr que c'est rare que tu vas apprendre les bonnes conventions professionnelles, si on veut, quand tu apprends par toi-même. OK. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui devrait être appris à l'école ou que est-ce que tu penses qu'il y a des ressources, que tu penses que tu pourrais aller chercher à l'externe, admettons, là? Je suis certain que oui. Est-ce que tu penses quelque chose que tu devrais dédier ton temps? J'ai l'intention de le faire. Encore une fois, comme dans la plupart des choses que je fais, je sais pas à quel point est-ce que je vais le faire de façon efficace, puis à quel point est-ce que je vais aller chercher immédiatement autodidactement les normes pour ne plus être autodidacte. OK. Ouais, il y a une petite contradiction là-dessus, mais ça reste... Ça va rester mon approche dans une certaine mesure. Après ça, est-ce qu'il y a de la place pour ça dans un apprentissage plus cadré? Je suis certain que oui. Je sais pas quelle forme ça prendrait, je sais pas quel degré d'exactitude puis quel degré de précision ça prendrait, mais je suis certain qu'il y a une place pour... D'accord, si vous voulez vous lancer dans X ou Y discipline, au-delà de si tu veux apprendre tel langage de programmation, si tu veux apprendre
voici où tu dois commencer pour être certain que l'apprentissage que tu vas faire va se faire dans la bonne direction. Que l'apprentissage que tu vas faire va se faire pas 2 steps forward, 1 step back, parce que tu apprends, mais il faut que tu désapprennes ce que tu as appris. Mais il y a j'aime ça où tu dis, parce que l'informatique, en tout cas selon moi, comment je l'ai vécu, puis comment je regarde, je me suis beaucoup collé dans la dernière année avec des gens en génie logiciel, finalement, qui sont selon moi des experts du code, beaucoup plus que d'autres niveaux. Du moins, des experts dans l'architecture du code, comment le code doit communiquer entre eux, comment les classes doivent venir, tout le code doit s'imbriquer ensemble, puis pour une grosse mesure. Puis, c'est une profession qui est assez jeune. T'sais, on s'entend que ça commençait à peu près autour des années 40, vraiment, genre avoir les premiers. 60 ans, quand tu penses au génie civil, là, on a fait des ponts là, en moins 1000 avant Jésus-Christ. Là, fait que ça fait 3000 ans. Là. Fait que ça fait longtemps qu'on a fait des erreurs. Puis, je pense qu'eux autres même ne savent pas encore les problématiques que tu te poses. Ils sont même pas encore nécessairement sûrs sur la bonne chose. Ils sont certains qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais dans 10 ans ça va peut-être casser parce qu'on va se rendre compte que ça ne fonctionnait pas bien avec ça. Puis du moins une recommandation que moi je fais beaucoup des gens qui veulent commencer, s'initier, puis qui sont ouverts à ça, comme tu me dis, c'est le livre Clean Code, probablement JT t'en a parlé. Là. Oui, ça fait partie de mon reading list, ça fait partie de... C'est un livre qui est excellent, mais c'est si on veut, c'est des espèces de règles qu'on pourrait... Mais c'est pas des règles. C'est pas une règle. C'est plus comme... Écoute, on le sait toutes que ça, c'est pas une bonne chose. Mais c'est comme de dire, on le sait toutes, on le fait pas toutes. On le sait que des fois, c'est difficile à faire. Mais c'est de dire le typage de tes fonctions. Le typage de tes fonctions doit être clair. Genre, si je lis une fonction, c'est qu'elle s'appelle mean, je sais très bien qu'est-ce qu'elle fait. Mais si ma fonction, c'est addition number and subtract by the length of the number, ça se peut que je suis pas sûr que je comprends ce que la mean. Ouais. Fait que finalement, le parallèle qui établit, moi du moins, comment je perçois le parallèle de dire, c'est, écoute, quand tu écris du code, c'est comme si tu écrivais un texte. Tu as des paragraphes, tu as des sections, tu as des chapitres, ton code doit ressembler à ça. OK. Ah, ça, c'est intéressant. C'est dire, OK, quand je regarde ton code, OK, ben là, je commence. OK, là, je suis dans un titre, parce que, mettons, je suis dans tel package Python qui s'occupe de faire mes tools, mettons, toutes mes fonctions tools. OK, ça serait comme un annexe à la fin. Fait que c'est ça mon chapitre. Puis à l'intérieur, j'ai des fonctions. Puis à l'intérieur de ces fonctions-là, il y a d'autres fonctions qui peuvent être plus cachées plus loin, parce que j'ai pas nécessairement besoin de l'expliquer à l'utilisateur. Ouais. Il y a des choses que ça pourrait dire, on va dire, je sais pas, import data. T'sais, j'ai-tu vraiment besoin qu'il sache que je load telle colonne, que je jette telle colonne? Il en a pas besoin de savoir. J'ai import data. Il veut savoir, il rentre à l'intérieur, il est de votre page. OK. Oh. Bon, là, OK, parfait. Fait que, moi, du moins, c'est l'espèce de boîte, je pense, dans laquelle on doit bien fonctionner, qui fait en sorte que c'est difficile par contre, là, je t'avertis, là, tu vas maillir parce que là tu vas toujours te poser des questions si tu fais la bonne chose au bon moment. C'est pas facile. my curse anyways, donc ça va peut-être être un coup de main de savoir que... Puis tu vas faire des erreurs, là. Tu vas faire des affaires, t'es comme, voyons donc j'ai fait ça. Mais c'est correct parce que moi je pense, parce que j'ai des choses que j'ai faites, je suis comme, hey, j'ai vraiment fait ça, c'est stupide. Là. J'ai perdu déjà 3 mois de code parce que j'ai modifié des affaires, j'ai essayé de faire des affaires full cool. Après avoir lu ce livre-là, j'ai hâte, là, ça marche. C'est ça. J'étais allé 2 semaines en vacances, je suis revenu, je comprenais plus rien. Mais plus rien, genre, j'ai jeté tout. Tout, là. 3 mois de travail, puis là, j'étais genre, j'ai fait du caca, là. Genre, un beau tas de marde, là, que j'ai chié à terre. Puis j'ai fait, regardez ça comme il est beau, j'ai mis des fleurs dedans. Puis finalement, c'était pas beau. Mais ça a été un apprentissage. C'est juste que ça se peut que des fois, tu vas jeter des affaires. Ça fait mal, okay. ça fait chier, mais comme tu écris un texte, tu vas acheter des textes parce qu'ils sont pas bons. Là. D'après moi, tu demandes à un auteur là, qui est un professionnel d'écrire des textes, puis il en a dû en acheter en maudit des livres, des affaires avant d'arriver à quelque chose de parfait. Là. Ben, je suis prêt à courir le risque parce que ce que tu viens de me décrire, de passer 3 mois sur quelque chose puis de le jeter parce que tu l'as pas fait, c'est une de mes phobies, c'est une des choses que t'as peur de ça, ok. J'ai peur de ça. Ça va t'arriver. Surtout un mail. Ça va m'arriver, c'est sûr, mais si je suis capable de minimiser ça, je suis moins actif comme joueur de jeux vidéo que je l'étais il y a plusieurs années, mais de perdre une partie après avoir fait X nombre d'heures, puis il n'y a rien qui m'a causé plus souvent de laisser un jeu de côté, puis de jamais y retourner, que le fait de j'ai perdu beaucoup de temps. Là, l'objectif de ça, c'est de m'amuser. J'ai passé 10 heures à m'amuser, je me suis amusé. Si je recommençais,
je m'amuserai pas parce que je l'ai déjà fait. Ouais, J'ai déjà accompli ça. Puis je vais plus de l'avant à partir de là. Je recule, là. Le nombre de jeux que j'ai juste... Parce que ça m'est arrivé, là. Ouais. Non, je comprends la frustration aussi, mais c'est correct parce qu'en même temps, c'était comme un apprentissage de dire, j'ai pas envie que ça m'arrive une autre fois. Fait qu'est-ce que je peux faire? Mettre en place pour finalement. Mais c'est difficile avec l'ML parce que la machine learning, c'est très rapide. On essaie de travailler très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est souvent, c'est difficile d'avoir des bons paradigmes de programmation appliqués à du parsing de data, là. Ouais. Mais il y a toujours moyen d'avoir des fonctions, disons que tu cliques une expression régulière sur des champs de texte, tu es capable de dire, je la segmente en petites pièces, puis je suis capable de donner un nom que je sais que j'extrais ça, puis que je suis capable de le tester en lui donnant une phrase, puis de savoir si je l'ai brisé à un moment donné ou non. Il y a moyen quand même de mettre ça en place. C'est juste que, je dis ça, mais là, je pense que mon code, là, je suis en train d'écrire, j'ai pas fait ça, là. Puis je le sais, puis je vis avec le stress, puis je m'en rends compte, parce que là, j'ai parsé du data l'autre fois, je me suis dit, non, il me manque de l'information, là. Mais moi, j'ai un autre dataset que j'ai tagué. Fait que là, je viens de perdre du temps, mais parce que j'ai pris la décision de pelleter de la merde en avant de moi. Pendant que tu me dis ça, t'as pensé à des affaires, c'est ça, là, moi, je travaille à partir d'un corpus où c'est incroyablement pas pratique, mais ça vient tout de PDF. Ok, c'est des PDF que vous parsez en plus. C'est des PDF qu'on parse. Donc... C'est pas facile. Mais tant qu'il n'y a pas de mathématiques, ça va pas si pire. Non, pour ça va bien, mais... Justement, c'est d'essayer de m'assurer que j'intègre ça comme du monde parce que je veux quand même un certain niveau de granularité dans mon information. Je vais être capable d'identifier qui parle, je vais être capable d'identifier la position de la personne qui parle, puis d'être capable parce que... Finalement, tu tags automatiquement ton dataset? Oui, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis créé des méthodes d'extraction que... Moi, je trouve bien clever en ce moment, mais peut-être que je vais partir 2 semaines en vacances puis plus rien comprendre. C'est ça. Mais... C'est ça le gros risque, parce que ça arrive les vacances, t'en prends, là. C'est ça. Ou du moins, tu mets le projet de côté, parce que ta session recommence, fait que tu vas probablement mettre un peu le projet de côté. Tu vas mettre moins d'heures, puis à un moment donné, tu vas retourner, tu vas être comme, j'ai 2 journées, puis là, tu vas perdre une journée à juste sortir ton code. Ça, puis... Mais c'est ça, ça m'est arrivé justement dans un bloc où je revenais, parce que je me suis rendu compte, j'avais peut-être pas fait les tests unitaires dont j'avais besoin, puis qu'il y avait... il y avait un certain field que je populais qui était je faisais une extraction automatique de la date du transcript, puis ça fonctionnait dans une immense majorité des cas, mais j'avais pas réalisé que ça brisait dans un certain cas de figure. J'avais pas testé pour ce cas de figure là, donc là, ton dataset est plus bon. Garbage in, garbage out. Hein? C'est ça. Donc là, il faut que je revienne. Là, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi cette ligne de code-là? Pourquoi j'ai fait ça? Qui a écrit ce code-là? Puis qu'est-ce qui se passe là? Là, tu t'haïs toi-même, mais tu t'haïs toi, v'là 3 mois, là. C'est ça. Là. C'est ça. Mais c'est quand même bien que tu te confrontes à ça quand même. T'as pas du tout fait de t'as pas un gros background informatique, puis tu te confrontes quand même à ça, puis c'est sûr que t'es pas le seul. Là. Je veux dire, d'autres qui sont en administration vont probablement être confrontés à la même genre d'affaires, puis surtout s'ils ont pas un bon gros background. Fait que je les comprends de pas. C'est difficile de s'intéresser à ça quand t'as autant d'échecs. C'est ça. Je pense que ça prend. Oui, ça prend d'être capable puis de vouloir apprendre de ces petites erreurs-là, d'être capable c'est ça qui est difficile, là. Tu sais, mettons quelqu'un qui est pas trop intéressé par l'informatique, puis là, tu lui donnes des problèmes, puis il fait juste se péter à la face tout le temps. Essaie de le garder, là, après ça, là, c'est tough. C'est ça que je pense qui est plus difficile à apprendre l'informatique, c'est finalement d'intéresser les gens, pas juste leur dire « Hey, t'en as besoin pour ta carrière. » Oui, mais ça lève pas de lumière, là. Il n'y a pas d'exemple concret. Puis là, tu donnes des exemples, puis tout ce qu'il fait, c'est des erreurs, parce qu'il est comme, pourquoi ça marche pas, là? Là, il comprend. C'est vraiment, tu sais, faut que tu aies une curiosité. Du moins, présentement, c'est le feeling que j'ai. Les gens que je vois qui performent le mieux, c'est des gens qui ont des curiosités vers ça, qui veulent se péter à la face avec l'informatique. Je pense que oui, dans une mesure, mais je pense que ça ramène à quelque chose dont on discutait tantôt, la méthode de résolution de problème. Puis, on voit le côté académique de l'informatique enseigné de 2 façons différentes. Puis j'avais la discussion cette semaine à quel point j'étais surpris du scope d'un cours d'informatique de base, d'un cours d'introduction à l'informatique dans le département d'informatique versus en administration des affaires. En administration, exactement. Puis il
il y avait une population de monde qui avait des belles têtes sur les épaules, qui se pétait la tête puis qui avait de la misère avec un cours qui avait un scope beaucoup plus petit que celui qui était décrit par Anthony Caron, par Jean Thomas, comme étant le cours d'introduction à la programmation pour la faculté d'informatique. Je sais pas si c'est d'ajuster de degré de... pas de degré de difficulté, mais l'échelle ou ce que tu dis, c'est que, mettons, GT, mettons, quelqu'un qui était quand même bon dans ce scope-là d'informatique, qui avait de la misère à se rabaisser, à intégrer l'information qui était. Non, dans ce cas, on parlait du scope de deux cours d'introduction. Un qui était dans la faculté de gestion, puis un qui était dans la faculté d'informatique. Puis de voir la différence de scope à la profondeur, finalement, qu'on essaie d'apprendre les acquis. Là, okay. Exactement. Puis même si celui de la faculté de gestion était pas mal plus mince comme scope, était pas mal moins large, il y avait quand même pas mal de monde qui se pétait la tête dessus. Ok, je comprends, ok. Puis je pense que juste d'enseigner, juste de dire, ben voici une méthode de résolution de problème, puis voici une approche de résolution de problème, ça pourrait avoir sa valeur. Et non de juste dire, hey, voici de l'algorithmique, voici ça. Hey, on va essayer de résoudre un problème de façon itérative. Ben c'est ça. Donc je sais pas si... Mais je pense aussi, ce genre d'approche-là, il faut quand même que tu aies une pensée assez logique. Il y a des gens qui n'ont pas cette approche-là parce qu'ils sont moins portés vers la logique, vers les mathématiques, qui sont c'est une méthode finalement assez mathématique. Ouais. Il y a peut-être... il y a peut-être là qui est le. Je pense que les gens qui vont en informatique sont souvent ont un parcours plus sciences humaines, des sciences nature qui est plus porté vers une pensée critique. Ben, peut-être pas une pensée critique, une pensée logique. Tandis que l'administration, c'est souvent plus sciences humaines, qui est une pensée plus réflexion. On a des problèmes sociaux, quantitatifs. Puis fait que j'ai l'impression que c'est une approche qui est différente. C'est une approche en profondeur. Tandis que l'autre, c'est une approche plus itérative jusqu'à temps de se rendre en profondeur. Tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est deux approches de résolution de problème, mais je pense que ça peut être complémentaire, il peut y avoir un bon bénéfice à justement une approche emphatique, puis une approche logique, puis une approche exactement capable de dire. Donc c'est peut-être ça qui est ce pont-là, disons, entre les façons de penser, les façons de réfléchir, parce que ça ramène à ce qu'on disait au tout début, je veux dire, c'est quoi la nécessité de la présence d'une compréhension plus en profondeur de ML ou d'informatique en général pour quelqu'un qui vient pas du domaine, puis par exemple qui pourrait avoir rien. On parlait de consultation, on parlait de travailler dans les TI, mais n'ayant pas le background de TI. Ben, est-ce que le premier pas, c'est d'avoir une compréhension de la logique différente, puis être capable de comprendre une résolution de problème différente pour dire, bon, ben, les enjeux qu'on a sont pas les mêmes, puis les façons de passer de prendre nos ressources puis de les transformer en des solutions sont pas pareilles non plus. Fait comprendre finalement que ta clientèle à qui tu t'adresses, elle n'a pas le même discours que toi, puis elle n'a pas la même logique que toi. Ben, c'est peut-être ça. Ben, les ressources humaines qui vont. Les gestionnaires de projet ont un type de résolution de cas qui n'est pas la même que les employés avec qui veulent travailler, qui est des informaticiens ou des développeurs. Donc, comment finalement arriver à faire le pont entre ces deux-là? Finalement, c'est de partager la compréhension de comment les autres résolvent. Ce qui est vraiment difficile, je pense que c'est un travail quasiment d'une vie. Là. Ben, c'est ça, c'est pas comprendre que donc une forme de logique différente de toi, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est certain. Ça, c'est... Je pense que le meilleur exemple, moi, c'est conduire. Là. Et tu te rends compte en conduisant que tu n'as pas la même résolution d'atteindre ton objectif. Puis, ouais. Je pense que c'est un. Fait que c'est là qu'on. C'est pas pour rien que la rage sur la route, les choses comme ça. C'est difficile parce que c'est vraiment là que tu apprends à vivre, à comprendre que ton environnement, tu le contrôles pas de la même façon que les autres. Là. Tu le perçois pas de la façon, tu sais. Puis c'est exactement ça. C'est de laisser une place. Puis ça, je pense que c'est le côté emphatique des choses. C'est d'être capable de. T'es dans un environnement très contrôlé, très isolé qui est ta voiture. Et t'as des gens dans ton environnement immédiat. Pas en tout contrôler. Là. Que tu peux pas contrôler. Tu leur attribues des intentions ou des comportements en fonction de ce que selon toi, mais il te manque une quantité d'informations par rapport à ça. Donc, c'est des logiques différentes, mais c'est ça, c'est des logiques où il y a ce pont-là à faire. C'est intéressant. Je pense que ça peut être un bon discours quand même des deux côtés, là, finalement. Là, autant que, tu sais, comme j'ai déjà dit, autant que les développeurs, des fois, il y en a qui sont extrêmement qualifiés, mais que
le message qu'il envoie est tellement pas professionnel, je dirais, où il manque de professionnalisme, Ben, que les autres sont perçus finalement comme la chair à canon. Pas la chair à canon, c'est pas le bon terme. Là. Je vois beaucoup de développeurs, mettons, qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'ils valent vraiment. ok. Comme en tant que profession, c'est ce que je trouve. Ouais, ok. Parce que finalement, peut-être que la façon qu'ils sont perçus par les autres, on leur apporte des intentions qui sont peut-être pas socialement, normalement habituelles. T'sais. Ouais, C'est pas des gens ok. outgoing souvent, c'est pas des. Là, je généralise quand même, mais c'est une profession qui a cette étiquette-là. T'sais, c'est des gens qui sont dans leur sol en train de coder. Là, t'sais. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pour ça que les gestionnaires de projet, des fois, ont de la misère à s'attacher à ce genre de comportement-là. Là. Ouais, ben c'est ça aussi. Puis je pense que d'un autre côté, peu importe d'où va venir la barrière à la communication, peu importe d'où va venir cet échec-là de parler de façon efficace puis de traduire c'est quoi les réalités de l'un et de l'autre de façon efficace, ben plus ça va être difficile de communiquer, puis plus ça va être difficile de faire quelque chose qui a de l'allure. Ben, si justement il y a des biais sur comment est-ce comment l'autre devrait se comporter. Comment est-ce que l'autre devrait se comporter, si tu parles pas la même langue, je veux dire, tu peux... On s'entend de toute façon, pas de façon littérale, mais... Je comprends ce que tu veux dire là, oui. Tu sais, on peut parler le français les deux, mais pas du tout s'exprimer de la même façon. Là. Exactement. Mais j'ai une question intéressante. C'est ma dernière question. Là. Tu sais, là, tu es beaucoup plus en gestion TI quand même, mais tu commences à aller faire vers la stratégie. Mm-hmm. Comment tu verrais la mise en place d'une gestion de projet ML au meilleur de tes compétences actuelles? T'sais, mettons, comment tu verrais genre les milestones qui seraient importantes? Fait que, mettons, moi, je suis une équipe qui aimerait ça mettre ça en place. Quel milestone que tu verrais finalement en ML? Ben, au meilleur de tes compétences, là, bien sûr. Là. Non, mais dans ce cas-là, je trouve ça intéressant parce que l'approche gestion pousserait à dire, OK, qu'est-ce qu'on a comme objectif, qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on a comme façon de faire des compromis. Okay. Tes ressources, ça va être... façon-là comme faire des compromis? Ben, tes ressources, ça va être pas seulement financière, ça va pas seulement être en termes de capital humain, ça va être en termes de temps aussi, ça va être en termes de... Bon, on a besoin d'accomplir, on a besoin de se mettre à niveau dans une échelle X. On a besoin de le faire en dessous de tel coût pour que ce soit viable. D'être capable d'intégrer une technologie où justement il y a c'est tellement exploratoire dans certains milieux en ce moment. Il n'y a pas une approche établie comme étant la plus cost efficient pour cette situation précise là. Donc d'implémenter en entreprise, dire qu'est-ce qu'on a comme ressources pour explorer c'est quoi notre meilleure approche. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, de dire on a besoin d'un résultat le 12 janvier. Ouais. Versus de dire on est capable de se donner cette quantité de temps et cette quantité d'argent-là pour explorer. Puis d'être certain que tout le monde qui est impliqué comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire que du côté du spectre où on veut absolument tout savoir, puis savoir absolument c'est quoi la meilleure et la plus efficace des façons, ben peut-être qu'on a besoin de plus de temps que ce qu'on en a. Mm-hmm. Peut-être qu'on a besoin de plus d'argent que ce qu'on en a, peut-être qu'on a besoin de ressources qui n'existent pas. Donc c'est là qu'on peut ramener des compromis. C'est là où il faut se dire, parfait, on veut à 80% savoir c'est quoi la plus efficace. On est capable de laisser c'est quoi... Un 20% qui peut aller chercher un 5% de précision, mais on est capable de deal with that. Parce qu'on n'a pas de money pour ça, anyway. Mais c'est ça. On a besoin de rentrer quelque chose qui va fonctionner. Donc, de prendre le côté pragmatique, puis le côté académique, puis d'être capable de les marier de façon intéressante. Parce que c'est pas un problème qui est unique au ML, de dire, il y a des réalités financières qui ont besoin d'être prises en considération, il y a des réalités de timeline qui ont besoin d'échéanciers qui ont besoin d'être prises en considération. Puis d'un autre côté, il y a yeah, but that's so fucking cool. Genre, on est capable de tout comprendre, puis on est capable de... Je pense pas que ça se tient au génie
au génie logiciel ou à n'importe au quelle lab, là, je profession, veux là. dire, c'est... Des choses vraiment cool académiques, t'es comme, ouais, mais comment je mets ça je peux pas faire de l'argent avec ça, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, ouais, mais si on faisait ça, on serait capable d'aller chercher un petit peu mieux. Puis on serait capable d'aller chercher un petit peu mieux. Ouais. Est-ce que c'est... Le mot compromis semble plate là-dedans, mais c'est de faire une intégration où les deux sont capables d'avancer. Tu es capable d'avoir le côté pragmatique qui est résolu, d'être capable de dire, bon, ben, on va se faire... On va changer nos attentes par rapport à dans quel échéancier puis dans quel coup ça peut être fait pour dire, bon, on s'adapte au fait que ce soit quelque chose d'assez évolutif, quelque chose d'assez exploratoire comme technologie. Puis de l'autre côté, ben, on accepte qu'on pourra pas faire tous les tests qu'on veut faire, qu'on pourra pas lancer toute la capacité qu'on veut lancer derrière ça. Académique, mais qu'on va chercher les moments, les choses qui sont les plus intéressantes du moins. Parce que tu priorises, parce que tu sais que tu vas avoir un certain nombre de temps, tu sais que tu vas avoir un certain nombre de ressources, mais tu te dis, OK, je vais prioriser les solutions qui semblent les plus prometteuses, qui semblent les plus intéressantes, puis rentrer au fur et à mesure, si je suis capable, celles qui sont plus marginales, celles qui sont moins précises, puis celles qui sont moins établies. Fait que finalement, c'est vraiment de commencer en définissant bien comme faut son problème, ses ressources, puis les terrains d'entente qu'on est potentiellement capable de mettre. Si ça fonctionne pas, on va... OK. Ben, exact. Ben, moi, c'est la façon que tu le vois, là. Okay. C'est une approche assez standard de gestion de projet. Je veux dire, c'est quels sont les objectifs, quelles sont les ressources, puis qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'accomplir, qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour le faire. À partir de là, ben, ça a tendance à guider beaucoup de décisions par opposition à juste... C'est super intéressant comme technologie, let's do it. Puis lançons-nous là-dedans. Puis au bout de 3 mois, t'es comme, on n'a rien fait. Ben c'est ça, mais t'as peut-être appris, puis il y a des situations où c'est parfait. Puis justement, dans la situation où je me trouve en ce moment... Tu as fait ça plus, parce que c'est je me lance là-dedans, j'ai appris, mais tu n'as pas établi, tu sais, c'est quoi tes avantages. Tu n'as pas tout établi ton approche, parce que c'était pas nécessaire pour ça. Ben c'est ça. Mais si, mettons, tu dis, hey, il me semble que je pense qu'il y a un problème que je pourrais résoudre pour me partir d'une compagnie, ben là, tu vas commencer plus à dire, OK, c'est quoi mes ressources, c'est quoi, puis comment je peux me rendre là. Exactement. De te faire un échéancier, de te faire, voici mes objectifs, voici mes... À partir de là, ça change d'une situation à l'autre. Ça change d'une compagnie entre une compagnie qui veut se bâtir sur du ML et qui n'existe pas du tout. Puis qui a peut-être Microsoft, mettons, qui n'a pas du tout le même genre de capital, mais qui a déjà d'autres choses en place, mais qui veut commencer à faire des ML à l'intérieur de sa corporation. Exactement. C'est un changement de culture en plus. Exactement. Tandis que l'autre, c'est une culture qui est établie au moment de le créer, tu sais. Ben, c'est ça. Qui est finalement le modèle startup, tu sais, un peu plus, là. Ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est comment ça peut être intégré. Puis c'est toujours, je pense que c'est le paradigme en général de la recherche versus le côté corporatif ou le côté académique. Il y a une beauté puis il y a une pureté à la recherche où c'est la connaissance pour le bien de la connaissance. Ouais. Puis il y a aussi un côté où le corporatif, ben, je veux dire, c'est profit for profit's sake, là. Le profit pour le bien du profit. Mais je pense qu'il y a la possibilité d'intégrer les deux. Je pense qu'il y a la possibilité de dire, ben, il y a des intérêts où le corporatif au service de l'académique peut aider à accomplir des choses qui n'existent pas autrement. Ouais. Parce qu'il y a des projets qui se travailleront jamais. Bon, on a manqué un peu d'espace à la carte parce que j'ai oublié de la vider. Fait qu'on va juste faire la petite fin. Là, tu me disais, finis donc ta phrase. Là, tu me disais, on était profit pour profit des entreprises. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être accomplies seulement quand les deux vont travailler main dans la main. Quand il y a besoin d'avoir... Quand il y a un drive corporatif derrière le développement académique. Donc, c'est comme n'importe quoi dans un département où il y a dans un domaine où il y a tellement d'exploration à faire, s'il y a la possibilité d'intégrer les ressources du corporatif, ben ça devient plus intéressant, à mon sens.
Ouais, non, tout à fait d'accord. Non, c'est sûr que. Parce que, on voit beaucoup, nous autres. Moi, je suis dans l'académique, je sais pas comment mettre en place un projet d'AML. Mais c'est intéressant de voir ça. Finalement, c'est un problème classique de résolution d'un cas. Là. Genre, tu définis c'est quoi tes trois problématiques. Puis, ben, c'est quoi tes ressources, qu'est-ce que tu as accès. Puis, après ça, tu te lances. Là. Exactement. Mais de la résolution par objectif. Mhm. Mais, ouais, avant la conversation, j'avais moins pensé spécifiquement au ML dans ce contexte-là. Puis ça, je trouve que c'est intéressant comme optique pour le voir. Je trouve que c'est intéressant comme lentille à travers laquelle regarder ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Al. Oui, ça fait plaisir. Écoute, merci d'être passé. Puis, c'est super intéressant. Là. J'ai aimé ça qu'on parle plus de l'approche finalement. Tu sais, je suis plus un aspect informatique puis tout, là, mais de voir vraiment aussi l'aspect plus administration des affaires, comment gérer ça, tu sais, le côté ressources. Puis, en espérant que tu seras peut-être une deuxième fois plus tard, quand tu vas avancer plus dans ton projet. Avec on plaisir. pourrait s'en reparler plus. Ben, merci. Avec plaisir.